Ah, la Provence! Rien que son nom sent bon le soleil, les cigales et les vacances. Mais au-delà des rosés bien frais à siroter tout l'été en terrasse, cette région cache une vraie richesse viticole qu'on connaît souvent mal. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir ses secrets, ses cépages et ses appellations emblématiques. Alors, avant de plonger dans les appellations et les cépages, on peut peut-être commencer par quelques chiffres pour situer un peu la région, non? Bah oui, c'est toujours une bonne idée, ça Permet de monte cadrer. le cadre à peu près, tout à fait. Alors, la Provence, c'est 26 680 hectares de vignes. Voilà, ça représente 1,32 million d'hectolitres de vin produit chaque année. C'est un vignoble qui est quand même ultra dominé par le rosé, 89% de rosé, 7% de rouge et 4% de blanc. C'est d'ailleurs le premier vignoble au monde spécialisé dans le rosé. On pense à Provence, on pense immédiatement à rosé. Et on retrouve la Provence justement sur 3 départements quand même, c'est assez large. Et 8 appellations au total, il n'y a pas que Côte de Provence. On va voir ça un peu plus tard. On y produit 3 types de vins différents, voire même un petit quatrième avec des bulles. On retrouve ça un petit peu. Rosé, rouge et blanc sec. Donc oui, difficile d'éviter le rosé quand on parle de Provence. Ouais. Donc on entre dans le vif du sujet avec ce qui fait la renommée de la région, donc le rosé. Tout à fait. Alors 89% de la production régionale et, tiens-toi bien, 40% de la production nationale. Voilà, on produit beaucoup de rosé, mais 40% de toute la France est produit en Provence. Alors, on trouve quand même différents types de rosés. Il y a les petits frais, légers, qui sont parfaits pour les apéros. Bord de piscine, tu disais terrasse tout à l'heure, c'est exactement ça. Et après, il y a quand même des rosés beaucoup plus riches, beaucoup plus vineux, qu'on range un peu plus dans une famille de rosés gastronomiques, on dit. Ceux-là, on les consomme tout au long du repas, un peu moins juste à l'apéro, quoi. On pourrait aussi dire que l'élaboration du rosé, il y a 2 styles de vin rosé, donc il y a 2 styles de vinification. Pour les premiers, c'est un pressurage direct. On prend les raisins fraîchement récoltés et on les écrase tout de suite. C'est un jus très peu coloré qui sort. Il n'y a pas eu ce temps de macération des peaux, parce que c'est dans les peaux qu'il y a la couleur, avec le jus. Et puis pour l'autre catégorie de vin rosé, un petit peu plus riche, un petit peu plus dense, et bien ça, on appelle ça des rosés de saignée, c'est-à-dire qu'on laisse un petit temps de macération pour obtenir un peu plus de couleur avant d'écraser les raisins. Donc ça, c'est vraiment les 2 styles de rosé qu'on trouve partout où on fait du rosé. Mais voilà, plutôt en Provence, on aime les rosés pâles. Les rosés qui ont très peu de couleur. C'est ça qui est très caractéristique. Voilà. Mais faut pas oublier ceux qui sont un peu plus colorés et qui ont limite un petit peu plus de tanin. Mais la Provence, ce n'est pas qu'une couleur dans le verre, il y a aussi une belle diversité de cépages, non? Ah bah oui, clairement. On a une grande diversité en termes de cépages, notamment pour les rouges. Les rouges principaux, c'est Syrah, Grenache, on est dans le sud, on a ces cépages typiquement sudistes. Le Cinsault, qui est un cépage qui a un peu moins de couleur que les autres, on l'appelle un peu le pinot noir du sud. Le Tibourin, le Mourvèdre, du Carignan aussi, et du Cabernet Sauvignon. Donc on peut jouer un peu avec tous ces cépages, plus, moins, 1, 2, 3, mais plutôt des assemblages de toute façon. Et puis, il y a aussi des cépages en blanc. Le Rolle, qu'on appelait Vermentino jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Maintenant, on utilise vraiment le terme de Rolle. On laisse le Vermentino pour les Corses. Bon, chacun son vocabulaire. L'Uni blanc, très courant. La Clairette. Et puis le Sémillon, qu'on retrouve aussi à Bordeaux. Ainsi que le Bourboulingue. Voilà, c'est vraiment diversité. Permet des assemblages très variés qui jouent sur la fraîcheur, la structure et l'aromatique des vins. Il ne faut pas oublier aussi que les cépages blancs sont utilisés dans les assemblages de rouge. C'est ça aussi qui crée cette couleur très pâle. On peut un petit peu doser pour éviter d'avoir une couleur trop colorée avec uniquement des cépages rouges. Même en pressurage direct, on peut ajouter des raisins blancs pour améliorer un petit peu la couleur. Voilà. Ok. Et côté appellation, comment ça s'organise? Il y a des noms qu'on connaît plutôt bien, mais aussi des pépites un peu plus discrètes, j'imagine, non? Ah, mais évidemment, on connaît les plus connus, mais il y a toujours quelques petits trésors cachés. Et on sait bien que chez 3x20, on aime bien aller les dénicher. Alors, en fait, il y a 3 grandes appellations. Il y a Côte de Provence, c'est la plus grande, 20 000 hectares.
avec 18 crus classés. Il y a aussi les coteaux d'Aix en Provence, qui représentent 4000 hectares. Ce sont des vins souvent un peu plus structurés, qui sont un peu influencés par le Mistral, qui souffle. On se rapproche un petit peu de la vallée du Rhône en distance, et puis un peu d'altitude aussi. Tout ça, c'est toujours un impact sur le profil des vins. Et il y en a une autre qui s'appelle les coteaux varois en Provence, et qui représente 2600 hectares à peu près. Donc c'est une zone un peu plus fraîche, qui donne des rosés et des rouges très élégants. Voilà. Mais, voyez, la proportion, 20 000 hectares et 4 000 et 2600, c'est comme ça. Puis il y a aussi 5 petites appellations, beaucoup plus petites, qui représentent seulement 5% de la production, mais qui comptent beaucoup, notamment en prestige. Je pense notamment à Bandol, appellation très réputée pour les plus grands vins rouges de Provence, qui sont vraiment puissants et vraiment taillés pour la garde. Grâce au Mourvèdre, cépage Mourvèdre, Bandol produit aussi des vins rosés, mais aussi un peu plus structurés, toujours à cause de ce Mourvèdre qui fait partie de l'assemblage. Et puis Cassis qui est très célèbre pour ses vins blancs extrêmement raffinés, frais, iodés, qui sont vraiment parfaits avec les fruits de mer. Mais c'est une mini appellation. Il y a Belay aussi, toute petite appellation, des petits trucs microscopiques. Donc tu parlais des crus classés juste avant. Ça reste assez rare en dehors du Bordelais, non, d'avoir des crus classés. Oui, c'est même assez unique. Ça remonte aux années 1930 et ça a été créé pour valoriser certains domaines qui se distinguaient d'autres. En 1943, il y a eu un arrêté préfectoral qui a établi un classement de 23 domaines. Et puis c'est en 1955, il y a eu une officialisation du classement et là, se sont ramenés à 18 crus classés, ceux qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, ce sont des domaines reconnus pour la qualité de leur terroir, évidemment, mais aussi de leur savoir-faire. Et pour finir, toi, qu'est-ce qui te plaît tant en Provence? Est-ce que tu as des petits conseils à donner aux auditeurs? Oui, forcément. Bon, j'aime bien les rosés de Provence, bien sûr, certains, pas tous, voilà, certains qui se distinguent, pas forcément les crus classés d'ailleurs, des domaines qui travaillent extraordinairement bien, mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup en Provence, c'est le rouge. Les rouges de Provence ont vraiment, et d'ailleurs depuis quelques années, fait des progrès monumentaux, parce que les domaines se rendent compte qu'il n'y a pas que le rosé dans la vie, il y a aussi des beaux cépages, des beaux terroirs qui se ressentent à travers leur vin rouge. Donc voilà, à mon avis, il y a quelque chose à explorer du côté des rouges et des blancs. Les blancs de Provence sont assez incroyables et pas forcément des blancs puissants, gras, un peu pâteaux. Au contraire, il y a des blancs extrêmement raffinés. On retrouve souvent beaucoup d'arômes floraux, une grande élégance. Voilà, donc faut partir un peu dans l'exploration des underdogs un peu moins connus que les autres. Bon, et bien voilà, la Provence c'est quand même bien plus qu'un simple rosé à boire au soleil, visiblement. Entre diversité des cépages, appellations variées et domaines d'exception, il y a vraiment de quoi se régaler toute l'année, et pas seulement en été. Donc dans le prochain épisode, on vous expliquera comment bien lire une étiquette pour enfin comprendre toutes ces mentions parfois mystérieuses et choisir votre vin en toute confiance. Et en attendant, retrouvez tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.